La guerre a brisé le dos de la Russie, et maintenant toute la société s'effondre sous les yeux de Poutine. L'économie s'effondre. Les chemins de fer russes, le plus grand employeur du pays, lancent des licenciements massifs en raison d'une chute de 95% de leurs bénéfices, forçant le Kremlin à payer la facture de milliards et de milliards de dollars. Ce n'est pas seulement une crise d'entreprise, cela fait peur à Poutine parce que son véritable ennemi, le peuple russe, commence à manquer d'argent et de patience. Mais la plus grande menace est une vague de trahison criminelle venant de ses propres soldats. D'abord, le Kremlin a annulé rétroactivement les énormes primes qu'il avait promises à des milliers de conscrits, laissant les soldats abandonnés et furieux. Deuxièmement, les criminels que Poutine a libérés pour combattre en Ukraine rentrent maintenant chez eux et sèment le chaos. Près d'1 millier d'anciens combattants sont devenus accusés dans des affaires de meurtre contre des civils russes, terrifiant la population. Personne en Russie ne veut ces soldats de retour. Poutine était piégé et a besoin d'eux pour continuer à se battre. Mais il sait que si la guerre s'arrête, ces meurtriers incontrôlables provoqueront un effondrement interne total. En fait, le président Zelensky a révélé cette vérité au monde entier lorsqu'il était en visite ici, aux États-Unis. Écoutez par vous-même. Avec suffisamment de pression sur lui, il sera prêt. De toute façon, il a peur de sa société. Plus de pression sur lui et une vie moins confortable pour sa nation. Ils feront pression sur lui. Il n'a peur que de sa société parce qu'il veut rester président jusqu'à sa mort. Et c'est pourquoi, bien sûr, il a besoin que la société le soutienne. C'est pourquoi il compte sur la poursuite de cette guerre. Et c'est ce que les grands questions, grands défis pour nous tous. C'est pourquoi je ne suis pas sûr qu'à Budapest, il sera prêt. Mais si Dieu le bénisse, le président exercera une pression sur lui. Et si Poutine est prêt pour n'importe quel format à nouveau, je suis désolé de me répéter, n'importe quel format de négociation bilatérale, trilatérale, n'importe lequel, je pense que ce sera bien. Cette pression sur Poutine ne vient peut-être pas du président Trump, mais elle vient de l'intérieur de la Russie. Vous voyez, le plus grand employeur de Russie, les chemins de fer russes, lance une vague de licenciements en raison de l'effondrement du fret, des transports et des problèmes budgétaires. Maintenant, ces licenciements s'ajouteront à des congés obligatoires que les employés sont forcés de prendre chaque mois. Nous en avons parlé la semaine dernière. La raison de tout cela est simple, les bénéfices des entreprises sont en chute libre. Au premier semestre 2025, les bénéfices des chemins de fer russes ont chuté de 95%, atteignant 27 milliards de roubles, environ 30 millions de dollars. Je sais que ça semble beaucoup, mais ce n'est pas le cas. L'entreprise a une 27 000 milliards de roubles. Cela représente environ 35 milliards de dollars. Il est important de rappeler ici, comme beaucoup le savent déjà en suivant nos vidéos, le taux d'intérêt en Russie est très élevé, actuellement à 21% pour cette entreprise. Cela signifie qu'à la fin de l'année, dans quelques mois, les chemins de fer russes devront payer 7 milliards de dollars d'intérêts. Comment vont-ils trouver cet argent s'ils ne gagnent que 33 millions de dollars tous les 6 mois? C'est comme si je gagnais 10 000 dollars par an, et que la banque voulait que je rembourse 2 millions de dollars que j'ai empruntés. C'est exactement pour ça qu'ils annoncent des licenciements, et c'est exactement pour ça que ce ne sera pas leur première annonce. Pour être honnête, c'est une entreprise d'État, donc elle ne va pas faire faillite. Mais cela signifie aussi que Poutine devra payer la facture pour s'assurer que son joyau de la couronne survive. Après tout, elle emploie 70 000 Russes. Mais vous voyez, le gouvernement n'a pas les revenus nécessaires pour venir en aide aux entreprises en difficulté. Le gouvernement de Poutine lui-même est en difficulté. Regardez cette vidéo en accéléré, en seulement 20 secondes. Elle vous montre comment la Russie est passée d'une station-service pour la Chine et l'Inde à ce qu'elle était en 1985. Les pénuries sont graves. 84% des régions en Russie font face à des pénuries d'essence. C'est comme si tout le Texas, aux États-Unis, était touché. Le Texas est grand. Mais revenons à la Russie. La pénurie
a forcé de nombreuses stations-service à commencer à vendre de l'essence mélangée avec un peu d'eau. Pour ceux qui s'y connaissent en voiture, ce qui n'est pas mon cas, il paraît que l'eau n'est pas très bonne. Regardez ce clip. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert en voiture, mais je ne pense pas qu'elle soit censée se garer là-bas. Maintenant, toute cette histoire de pénurie d'essence a entraîné un autre problème pour Poutine, et c'est le problème d'argent. Nous avons tous cela. Selon le président Eisenhower, il ne faut jamais faire confiance à une promesse d'un Russe. Et devinez quoi? Les soldats russes auraient dû écouter. Parce qu'apparemment, Poutine avait promis de très grosses primes aux soldats. Et maintenant, le gouvernement annule rétroactivement cette promesse. À Saint-Pétersbourg, les autorités ont annulé 16 millions de roubles de paiement destinés aux volontaires participant à cette opération militaire spéciale. Et le meilleur dans tout ça? Apparemment, ils n'ont fait aucune annonce lorsqu'ils ont pris ce genre de décision. Quelque chose d'aussi énorme. Les soldats n'ont pas reçu leur salaire. Alors ils ont appelé les autorités, et ils l'ont rapidement appris. Le 26 août, une loi a été adoptée disant que le gouvernement n'avait rien à payer à partir du 1er août. Ils sont donc revenus en arrière et ont simplement appliqué cette loi, ce qui semble légal. Donc cela signifie que ces soldats sont maintenant en première ligne, parce qu'ils voulaient devenir millionnaires, parce que vous savez, la prime était de plusieurs millions de roubles. Et une fois arrivés là-bas, ils se sont rendus compte que le contrat qu'ils avaient signé, le gouvernement n'allait pas le respecter. Maintenant, je suppose que cela va causer beaucoup plus de soucis à Poutine qu'il ne l'avait imaginé au départ. Parce que regardez ce rapport qui est sorti début septembre. Le Kremlin se sent mal à l'aise face au retour des anciens combattants de la guerre en Ukraine. Ce titre prête à rire, mais je vais simplement vous en expliquer le vrai sens. Poutine ne voulait pas que des soldats reviennent. Et je suis sûr qu'il y a de nombreuses raisons à cela. Mais c'est juste drôle de voir à quel point le gouvernement russe est ouvert à ce sujet. Ils ont vu les soldats revenir et ont dit « Les gars, ce n'était pas prévu. Pouvez-vous retourner au front ?» Mais pour être honnête, on le savait un peu parce que depuis le début de cette invasion, on a vu quelques rapports. C'est juste embarrassant. Regardez ça, c'était il y a seulement quelques mois. On a vu des soldats mendier de l'argent juste après être rentrés chez eux, après avoir combattu en Ukraine. Dans cet extrait, vous pouvez voir quelqu'un. Je suis un participant au SBO. Je suis assis devant l'administration du district amandier pour acheter à manger. Je n'ai rien à manger. Il mendiait juste devant le bâtiment du gouvernement local. Je suis sûr qu'il y a là une sorte de symbole. Mais ce n'était même pas si grave, surtout pour Kremlin. Parce que vous voyez, beaucoup de personnes qui combattent en Ukraine sont de véritables criminels. Des criminels condamnés qui purgent une peine de prison. Eh bien, quand Poutine a commencé à manquer de chair à canon, il a fait une offre à chaque prisonnier. Ils combattent 6 mois pour la Russie, puis sont libérés sans conséquence. Peu importe que ces personnes soient en prison pour une grosse amende, ou qu'elles soient en prison pour avoir tué 17 personnes. J'invente un chiffre au hasard. Tout le monde avait cette offre. Mais vous voyez, encore une fois, la Russie n'a pas réfléchi à cela. Parce que lorsque ces personnes reviennent dans la société russe, tout ce qu'elles provoquent, c'est le chaos. Regardez ce rapport. À Kamtchatka, un vétéran a tiré sur une famille avec un enfant. Un homme qui s'est présenté comme un participant à une opération militaire spéciale a ouvert le feu sur une famille, avec un enfant de 3 ans. Tout a commencé par un conflit routier. Le conducteur a coupé la route à une autre voiture en criant « Je m'en fous, je viens de l'OMSP ». Puis il a sorti une arme et a tiré sur le père de famille. Dans la vidéo, la compagne du tireur le défend. Il vient de l'OMSP, il s'en fiche. Les gens de l'armée ont besoin d'aide. La police a déclaré que l'arme était un pistolet à blanc et qu'elle a été saisie pour examen. Pendant ce temps, les Russes, sur les réseaux sociaux, ont commencé à exprimer leur inquiétude. Combien d'autres comme lui reviendront de là-bas quand tout sera terminé? Presque personne en Russie ne s'intéresse au retour de leurs soldats. Les autorités du Kremlin comprennent parfaitement que ces personnes sont une source de déstabilisation.
Habitués à l'argent facile, ils règlent les problèmes par la violence et restent incontrôlables. C'est pourquoi ils seront maintenus en guerre dans différents pays. Malheureusement, pour les Russes civilisés, ce n'est pas un incident isolé. Ceci n'est qu'un autre exemple d'une tendance plus large en Russie qui ne fera que s'accentuer. Près d'1 millier de soldats russes revenus du front sont devenus des accusés dans des affaires de meurtre. Et croyez-moi quand je dis cela, il ne s'agit pas d'affaires liées aux crimes de guerre qu'ils ont commis en Ukraine. Tout le monde sait que Poutine s'en moque. Ce sont des affaires que les courageux soldats de Poutine mènent contre la population russe. Cela en dit long sur les personnes que Poutine utilise pour sa guerre. Comme dit au début de la vidéo, la société russe s'effondre. Et malheureusement, je pense que cela donne à Poutine encore plus de raisons de continuer cette guerre aussi longtemps qu'il le pourra. Il ne veut pas que la guerre se termine. Il sait que cela causera des problèmes internes. Poutine cessera la guerre seulement s'il y est contraint. Voici quelques extraits de ce qui s'est passé ce week-end. Comme vous le savez peut-être déjà, le président Zelensky était ici. Il a rencontré le président Trump, et cette rencontre ne s'est pas bien passée. En plus de cela, le président Trump a appelé Poutine juste avant sa rencontre avec Zelensky, un jour plus tôt. Et cette rencontre, je suppose, ne s'est bien passée pour personne sauf pour Poutine. Voici le président Zelensky qui parle de toute cette affaire. Le président Trump vous a-t-il donné des assurances que les États-Unis fourniraient à l'Ukraine des missiles Tomahawk? Des Tomahawk. Et quand nous parlons de longue portée, les gens doivent simplement comprendre, nous utilisons des milliers de drones longue portée de production ukrainienne sur des objectifs militaires. Mais la Russie n'utilise pas seulement des drones de production iranienne, ils utilisent cela et leur production. Soyez honnêtes, ils ont leurs propres drones, mais ils utilisent aussi des missiles de fabrication russe et des missiles longue portée fabriqués en Corée du Nord. Il est très difficile de n'opérer qu'avec des drones ukrainiens. Nous avons besoin de Tomahawk longue portée et d'armes similaires que les États-Unis possèdent déjà. Nous en avons besoin pour une utilisation mixte, une utilisation combinée, une utilisation mixte. Comme ceux de la Russie, comme la Russie les utilise. C'est compréhensible comment cela fonctionne. Donc nos équipes se travaillent dessus, j'ai dit. Et pour être honnête, c'est bien que le président Trump n'ait pas dit non, mais pour aujourd'hui, il n'a pas dit oui non plus. Il n'a pas dit oui aux missiles Tomahawk, oui. Je veux dire, c'est une question sensible et des messages du président disant que ce n'est pas suffisant pour les intérêts américains. Le nombre que vous avez? Oui, je ne peux pas partager ces détails. Je suis désolé, ce sont vos questions internes. Mais je compte sur la continuation de cela, du dialogue. Au début de la semaine, le président Trump paraissait disposé à fournir des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Puis, après avoir parlé au président Poutine, il a changé de ton. Pensez-vous que le président Trump a changé de ton au sujet des missiles Tomahawk après avoir parlé avec le président Poutine? Je ne sais pas vraiment, parce que nous ne nous étions pas rencontrés avant cet appel téléphonique. Mais pour aujourd'hui, c'est de nouveau bien. Qu'il n'a pas dit non? Oui, mais je pense que c'est, vous savez, ce qu'il comprend, peut-être compris après l'appel. Je ne sais pas, je n'étais pas là pendant l'appel téléphonique, mais j'en ai entendu parler, que les Tomahawks, c'est très sensible pour les Russes. Ils ont peur que les États-Unis puissent livrer à l'Ukraine. Je pense que Poutine a peur que les États-Unis nous livrent des Tomahawks. Et je pense qu'il a vraiment peur que nous les utilisions. Et il sait quels sont les objectifs militaires. Nous savons où ils se trouvent, où sont les objectifs militaires de la Russie. Et il a peur que nous puissions les utiliser. Et c'est pour ça que nous en sommes là où nous en sommes. Pour être honnête, il semble que le président Trump ait changé d'avis. Il semblait qu'il était prêt à donner les missiles Tomahawk à l'Ukraine, ce qui aurait été d'une grande aide. Après son appel avec Poutine, il semblait qu'il ne les donnerait pas, du moins pour l'instant. Maintenant, j'ai vu plusieurs interprétations différentes de ce qui s'est passé, mais il y a deux possibilités qui me semblent probables. L'une est un peu plus probable que l'autre, mais je vais vous donner les deux. La première était, bien sûr,
Trump n'a jamais voulu donner les missiles à l'Ukraine. Et tout cela n'était qu'une sorte de mise en scène pour obtenir quelque chose de la Russie ou de l'Ukraine. Je n'y crois pas trop, mais des personnes que je respecte ont évoqué ce sujet. Ils soutiennent cette théorie en disant « Regardez la permission. Regardez comment le président Trump a agi lorsqu'il s'agissait de donner à l'Ukraine la permission de frapper à l'intérieur de la Russie et de fournir à l'Ukraine des renseignements pour frapper à l'intérieur de la Russie. Quand il s'est agi de cela, il n'y a pas eu de grandes réunions, ni de longues préparations avant cette décision. La décision a été prise, je pense, après un appel à Zelensky. Puis les renseignements américains ont aidé l'Ukraine. Et on peut voir quand cela a été fait. En juillet, l'Ukraine a détruit 2 raffineries. En août, c'était 19, et puis en septembre, je crois que c'était aussi 19. En octobre, c'était déjà 18, et nous ne sommes qu'à 20 jours, donc aux 2/3 du mois. Si vous comparez son comportement ici avec celui envers Tomahawk, il ne semblait pas vouloir autoriser l'Ukraine. Encore une fois, je n'y crois pas, mais j'ai vu des gens en parler. La deuxième option semble un peu plus probable. Comme vous pouvez le deviner, Poutine ne voulait pas que les États-Unis donnent des Tomahawks à l'Ukraine. Et il semble qu'il ait peut-être dit quelque chose qui montrait clairement qu'il ne voulait pas que les États-Unis donnent des Tomahawks à l'Ukraine. Peut-être que Trump utilise cela comme levier. Il pense enfin avoir une sorte de levier en Russie, où il pourrait peut-être essayer d'obtenir des concessions de la Russie. C'est encore une interprétation très généreuse des faits. Selon les annonces du week-end, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, et le secrétaire d'État, Marco Rubio, devraient se rencontrer cette semaine, probablement à un moment donné. Et puis la semaine prochaine, il y aura une rencontre entre le président Trump et Poutine à Budapest, en Hongrie. Attendons les résultats de la réunion. Nous avons de nombreux détails sur ce qui s'est passé en Alaska. Et d'après ces détails, il semble que Poutine n'ait pas du tout changé. Quand il a lancé cette invasion, il l'a fait avec un long message disant que l'Ukraine a toujours été russe. Lors de son interview avec Tucker Carlson, il a tenu exactement le même discours. Apparemment, la réunion en Alaska, c'était la même chose. Il expliquait simplement à Trump comment l'Ukraine a toujours été russe. Et ça a un peu énervé tout le monde. Les États-Unis étaient prêts à partir. C'est sûrement pourquoi le déjeuner a été annulé en Alaska. Si j'étais un homme à parier, je dirais que cela va aussi arriver à Budapest. Je doute que Poutine craigne vraiment les Tomahawks, comme s'il pensait « Oh, il croit que la guerre va finir ». Je pense qu'il dit que Tomahawk serait une énorme escalade. Tout comme le bruit de sabres nucléaires que la Russie fait depuis tout ce temps. Ils l'ont fait avec les chars Abraham, les avions d'attaque et les Patriots. Chaque fois que nous essayons d'aider l'Ukraine de quelque manière que ce soit, ils essaient d'en faire toute une histoire. Et je suppose que c'est la même chose avec les Tomahawks. Si vous aimez ces mises à jour, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Nous essayons d'atteindre les 2 millions d'abonnés très bientôt, donc votre abonnement nous aide vraiment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.